aux produits et des exemples de bonnes pratiques de conception dans la région Afrique, des exemples que nous avons rassemblés jusqu'à présent. Et une discussion interactive suivra ensuite d'environ 1 heure où nous solliciterons vos commentaires sur 3 questions de consultation qui seront partagées à l'écran. La fonction chat ou discussion de la plateforme Zoom est disponible pour recevoir vos questions et vos commentaires à tout moment, tout au long de la consultation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à nous faire part de vos commentaires. Et si tout va bien, veuillez noter que cette consultation est enregistrée. Les diapositives de la réunion utilisées aujourd'hui seront mises à votre disposition à l'issue de la consultation. D'autre part, sachant que lors d'une consultation virtuelle, ce setting ne permet pas toujours à tous ceux qui le souhaitent de prendre la parole. Donc, veuillez noter que nous acceptons aussi vos suggestions par écrit jusqu'au 7 octobre. Voilà un peu le programme de cette consultation aujourd'hui. Alors, can we move to the next slide? Alors, comme je l'ai précédemment évoqué, l'objectif de la consultation d'aujourd'hui est d'examiner spécifiquement la demande du paragraphe 15 de la résolution de l'ANUE 4 sur les voies innovantes pour parvenir à une consommation et production durable, dont le texte apparaît à l'écran. Et il est demandé au PNUE de soumettre un rapport donnant un aperçu général des bonnes pratiques et leur incidence en matière de conception et de produits et services qui minimisent les effets nocifs sur l'environnement, et un inventaire des politiques cohérentes en matière de produits qui visent à dissocier la croissance économique de la dégradation de l'environnement grâce à une consommation et une production durable. Le PNUE est également prié de fournir des recommandations pour examen à la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Next slide. Donc, en réponse à cette résolution, le PNUE soumettra donc 3 documents pour éclairer les discussions de février 2021, à savoir un inventaire mondial des politiques cohérentes en matière de produits, une collection d'exemples de bonnes pratiques de conception de produits et de services et leur incidence, et enfin un ensemble de recommandations sur le potentiel de ces politiques cohérentes en matière de produits et des pratiques de conception innovantes de produits et de services pour soutenir la transition vers une consommation et une production durable. Aussi, nous souhaiterions vous écouter aujourd'hui, partager vos idées, votre expertise et vos connaissances sur, d'une part, les difficultés, les défis, mais aussi les bonnes pratiques et les exemples de réussite que vous avez rencontrés, afin que le PNUE puisse les collecter et s'y appuyer pour développer des recommandations pertinentes pour l'ANUE 5. Next slide. Lee, you can move to the next slide. Donc, avant de commencer, permettez-moi de partager avec vous une définition du concept de politique produit ou politique en matière de produits. Essentiellement, les politiques produits désignent tous les instruments législatifs qui visent à minimiser les effets néfastes d'un produit tout au long de son cycle de vie. Donc, les politiques en matière de produits couvrent un éventail de politiques assez large, du suivi ou du contrôle de l'extraction des ressources naturelles à des politiques favorisant l'adoption de technologies vertes, des politiques qui contrôlent l'utilisation de produits chimiques nocifs, des politiques qui facilitent la mise en œuvre de symbioses industrielles, mais aussi des politiques sur les labels écologiques, la commande publique durable, en passant aussi par les politiques sur la gestion des déchets, comme par exemple les programmes de responsabilité élargie des producteurs. And we can move to the next slide. Donc, nous avons 3 questions clés que nous aimerions vous poser au cours de cette session et qui ont été partagées préalablement par email. Les questions s'affichent à l'écran en ce moment.
Donc, les questions sont organisées autour de 3 blocs. Le premier bloc de questions est relatif aux politiques produits et nous aimerions savoir dans quelle mesure les politiques produits dans votre pays ont contribué à préserver l'environnement et quelles sont, d'après vous, les conditions propices à un impact plus élevé de ces politiques produits et comment créer plus de cohérence entre ces politiques. Le second bloc concernera les pratiques de conception innovantes, souvent les pratiques de conception du secteur privé. Et nous souhaiterions savoir dans quelle mesure votre pays réussit-il à identifier et à adopter des pratiques de conception innovantes de produits et services et comment faire pour mettre en œuvre, reproduire et promouvoir la généralisation de telles pratiques de conception. Et enfin, dernier bloc, nous discuterons du rôle de la communauté internationale et plus particulièrement le rôle du PNUE et du système des Nations Unies dans son ensemble, le rôle que ces organisations devraient jouer pour combler les lacunes et répondre aux défis mis en évidence au cours des discussions sur les 2 premiers blocs de questions. Donc, vous pouvez voir que toutes ces questions s'ancrent sur les éléments clés proposés par la résolution, à savoir les politiques produits et les pratiques de conception des produits et services. Donc, toutes nos discussions seront vraiment articulées autour de ces 2 thèmes. Nous vous encourageons donc vivement à faire entendre votre voix. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur votre expérience au cours de cette consultation. À la suite de la discussion d'aujourd'hui, nous vous encourageons à continuer de partager les détails de votre expérience nationale en termes de mise en œuvre de politiques relatives aux produits. Nous continuons également à collecter des exemples de conception innovante auprès d'entreprises de la région Afrique. Donc, je vous encourage aussi à partager les informations sur les bonnes pratiques dont vous avez connaissance afin que nous puissions les mettre en lumière dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement en février 2021. Voilà, donc permettez-moi à présent de vous donner un aperçu des éléments sur les politiques produits dans la région Afrique que nous avons collectés jusqu'à présent. Donc, cet aperçu a été préparé par notre partenaire technique CSIR. And Lee, we can move to the next slide. L'aperçu présenté ici n'est pas exhaustif de toutes les politiques produits, des stratégies, des feuilles de route de la région, mais il présente les informations sur une quinzaine de pays africains, des informations que nous avons collectées jusqu'à présent. Donc encore une fois, votre support et vos contributions seront les bienvenues pour renforcer cet aperçu et le rendre le plus représentatif possible. Mais cet aperçu nous permet, même s'il n'est pas exhaustif, de comprendre comment les pays de la région ont réussi à traduire des plans d'action pour la consommation et la production durable en politique relative aux produits de manière concrète. Par exemple, si on regarde en Namibie, la stratégie nationale de gestion des déchets solides se concrétise par une taxe sur les sacs plastiques. Au Maroc, les plans pour la consommation et production durable se traduisent par des éco-étiquetages pour les emballages, la mise en place de programmes de responsabilité élargie des producteurs. Dans le secteur du bâtiment, ces plans se traduisent par un suivi de la performance énergétique et des bâtiments et la promotion de l'utilisation d'éco-matériaux et de matériaux locaux. Si on regarde au Mozambique, un autre exemple, l'État a recours à des avantages fiscaux pour l'achat d'énergie renouvelable et a décidé aussi d'utiliser la commande publique comme un levier en recourant au transport au gaz naturel pour un transport urbain à faible émission de carbone. Là, je mets en avant uniquement quelques exemples, mais vous pouvez voir sur la diapositive qu'on a un certain nombre d'exemples développés. Et encore une fois, n'hésitez pas à
à revenir vers nous en partageant les détails de vos politiques produits nationales. Je voudrais également dire quelques mots sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, le label écologique de la Côte d'Ivoire vise à promouvoir et rendre compétitifs sur le marché national et international les biens et services respectueux de l'environnement. Et pour ce faire, le décret vise à valoriser les déchets en prolongeant la durée de vie des produits à travers la réutilisation, le process de réutilisation, ou en recyclant les déchets. Le décret vise aussi à contribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables, l'utilisation d'équipements éco-énergétiques. Le décret vise également à valoriser le potentiel écotouristique national. Et dans ce secteur en particulier, il s'agit d'inclure les principes de développement durable par le biais d'indicateurs. Ainsi, pour être labellisés, les hébergements touristiques doivent répondre à un certain nombre de critères en termes d'utilisation d'eau, d'énergie, de gestion des déchets, ainsi que de s'engager à développer un plan d'amélioration des performances environnementales et mettre en place un processus d'évaluation interne. Autre exemple d'application, la Côte d'Ivoire a mis en place une fiscalité incitative à travers un crédit d'impôt pour les entreprises de recyclage des déchets, qui vise d'une part à encourager les industriels à réduire la production de déchets nuisibles et d'autre part à investir dans le secteur de la valorisation des déchets. Voilà en quelques minutes quelques exemples de politique produit. Maintenant, je vais vous présenter deux exemples d'entreprises qui sont parvenues à repenser leur manière de concevoir leurs produits et services pour minimiser les effets nocifs sur l'environnement de ces mêmes produits et services tout au long de leur cycle de vie. Donc à l'écran, vous voyez un exemple au Maroc. C'est un centre de vacances éco-responsable qui a été complètement repensé afin de limiter les impacts environnementaux. Par exemple, l'approche du label écologique européen de la construction verte a été utilisée pour construire le camping en utilisant du bois et d'autres matériaux naturels et en recourant aux énergies renouvelables. La gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets est abordée également de manière globale. L'utilisation de produits chimiques également. Le centre de vacances a aussi mis en place un programme de sensibilisation à l'agriculture biologique à travers des programmes de formation et met aussi en lien les touristes et les artisans locaux pour favoriser et aider l'économie locale. Donc ça, c'est un exemple d'un service, d'un centre de vacances qui va impacter toutes ces activités, repenser toutes ces activités et son offre de services pour limiter ces impacts environnementaux. Un autre exemple au Burkina Faso, que je ne développerai pas trop en longueur, mais l'idée, c'est que les déchets de la filière anacarde sont valorisés comme une source d'énergie renouvelable pour les PME de la région Bobo-Dioulasso. Et l'objectif principal est de contribuer à la réduction des combustibles conventionnels par substitution du bois par un combustible renouvelable à travers le recyclage des déchets de cajou comme combustible sous forme de briquettes. Et donc, voilà un autre exemple de repenser le design, la conception du produit même pour limiter les impacts sur la santé et les impacts sur l'environnement. Voilà, j'arrive au terme de la présentation des éléments que nous avons collectés sur la région Afrique jusqu'à présent.
Et je crois que mon collègue Samba Thiam a pu se connecter. Donc, je vais lui donner la parole pour animer la discussion interactive. Merci beaucoup, Claire. Et je suis vraiment désolé parce qu'on a une coupure d'Internet pour quelques minutes. J'apprécie beaucoup votre flexibilité parce que vous avez pris les choses en main. Je pense que nous sommes maintenant heureux de vous inviter de prendre part à la discussion. Nous avons 3 questions clés que nous aimerions vous poser au cours de cette session, qui ont été partagées à l'avance par email, je suppose. Et les questions sont disponibles aussi sur l'écran. Claire, si tu peux faire visionner les questions ou le collègue en charge. C'est Lee. Est-ce que vous pouvez afficher les questions? Allô? Claire, est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, Lise s'en occupe. Il va mettre les questions en ligne Voilà. à travers la plateforme Stomboard dans 1 minute. Voilà. Donc, on est vraiment désolé de ne pouvoir être là au début, mais ça fait partie aussi des aléas. Voilà. Merci beaucoup. La première question, c'est des questions relatives aux produits. Dans quelle mesure les politiques relatives aux produits dans votre pays ont-elles contribué à préserver l'environnement? La deuxième question, quelles sont les conditions propices à un impact plus élevé des politiques de ces produits dont on a parlé? Et troisièmement, comment créer les cohérences entre les politiques et les produits? Alors, vous pouvez poster vos questions sur le chat ou vous pouvez raise your hand. Je crois qu'il doit y avoir une icône pour demander la parole. La parole est à qui veut la prendre. Je ne sais pas si Claire, si tu as quelques rajouts, quelques clarifications que tu souhaiterais apporter aux participants. Non, merci. Samba, pas de commentaires supplémentaires. Simplement, maintenant, je vais arrêter de parler et plutôt écouter les participants partager leur expérience. Alors, vous pouvez utiliser le bouton Raise Hand de la plateforme Zoom pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole ou taper vos commentaires dans le chat. Les gens sont peut-être en train de digérer la présentation un peu. Je vois une main levée. Docteur Dokun. Votkun. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je suis Vimy de l'Université de Maurice et de l'île Maurice. Vous avez la parole, madame. Oui, merci beaucoup Claire, merci beaucoup et à tous les organisateurs pour cette démarche que je vois très intéressant. Et je voudrais partager quelques expériences à l'île Maurice pour débuter. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, madame. Oui. Je prends l'exemple des produits contenant des mercures, unintentional mercury containing substances. Et en 2005, on ne parlait pas trop de ce produit-là, mais c'est après les conventions internationales comme le Minamata Convention, comme on a commencé à s'intéresser avec ce composant dans les produits. Et suite à une inventaire national qu'on a vu l'impact
de ces produits. Et en sus de ça, on a essayé de revoir par exemple, le Pharmacy Act qui n'avait pas de provision pour les produits des crèmes à la base de mercure. Et en fin de compte, ça a stoppé l'entrée de ces produits à l'île Maurice. Juste comme à titre d'exemple, le produit contenant des mercures qui a un impact sur la santé publique et aussi de l'environnement. Ça, c'est pour vous dire au niveau, pour vous donner un exemple au niveau des conventions et l'importance des conventions internationales. Par exemple, le EPA Act, la loi sur l'environnement, n'a pas de provisions spécifiques sur les produits comme tels, mais à des conventions protocolaires internationaux qu'on arrive à faire un inventaire et comprendre l'impact des produits. Et c'est une pression aussi internationale qui fait pression sur le gouvernement d'établir ces produits. À la base je ne sais pas si les autres collègues t'entendent. Moi, je ne vous entends plus, madame. Allô? Est-ce que vous entendez, docteur Doukoun? Non, j'entends plus non plus. Ouais, je vois que dans le chat, il y a le Burkina qui voudrait parler. C'est bien. Allô? Oui, il y avait une interruption, madame. Oui, excusez-moi, c'est l'instabilité de connectivité. J'espère que j'ai fait mon point au niveau des conventions internationales. Non intentionnel. Les conventions internationales qui font pression sur le gouvernement d'établir des policiers pour réduire l'impact environnemental des produits spécifiques. Et j'arrête là pour donner l'occasion à d'autres participants de collaborer. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est très apprécié votre contribution. Je vois que le collègue du Burkina Faso a posté quelque chose, mais si vous pouvez prendre la parole, c'est Goucheni Lankwande. Vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour à tout le monde. Merci. J'étais en train de contribuer par écrit. Donc là, je suis aux conditions propices. C'est vrai, au Burkina Faso, il y a beaucoup d'initiatives. Compte tenu du temps, je ne veux pas revenir sur tout ça, mais une des grandes faiblesses pour avoir un impact plus élevé, c'est déjà la faiblesse ou voire l'absence de normes ou de standards. Lorsqu'on parle notamment au niveau de l'entreprise ou de l'industrie, il faut avoir une entreprise verte ou une entreprise propre. Bon, il manque encore des références pour que toutes ces politiques-là puissent déjà observer, même si elles ont un impact, et quel niveau d'impact, et en ce moment faire des réorientations ou, j'allais dire, des ajustements. Et donc, à mon avis, ça, c'est quand même quelque chose qui affaiblit vraiment et même qui ne permet pas de donner à la portée, donc la portée de toutes ces politiques-là en termes d'impact. Donc, à mon avis, ce serait bien de promouvoir la mise en place donc de normes claires, mais également d'un système de suivi et évaluation qui permettent justement de faire ressortir les progrès qui sont dus à ces politiques-là. Donc, ça permettrait déjà de mettre en lumière leur impact, mais également ça donnerait aux politiques les outils nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est un premier point. Ce qu'il y a aussi à ce niveau, c'est vraiment les outils. Donc, il y a souvent les politiques, mais il manque souvent sur le terrain des outils concrets de pilotage. Hein, et là, je pense qu'il faudra également aider à pouvoir mettre cela en place. Je termine avec l'exemple que je donnais. C'est en fait en juillet dernier, le Burkina a lancé son plan national qui vise à éliminer l'utilisation des
du mercure dans la production donc, des mines, surtout au niveau des mines artisanales qui posent un gros problème de destruction de l'environnement, mais également de santé publique. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, voilà quelques contributions que je voulais faire. Merci beaucoup et félicitations au Burkina Faso d'avoir lancé son plan d'action pour lutter contre le mercure dans les mines artisanales. On sait que ça fait des ravages dans le continent et vous avez parfaitement raison. Il ne suffit pas seulement de mettre en place des politiques, mais faudrait-il également avoir des outils de mise en œuvre. Je vois que M. Alain-Serge Kouadio souhaiterait prendre la parole. Vous avez la parole, M. Kouadio. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai vu que le cas de la Côte d'Ivoire a été présenté, notamment l'initiative sur l'écolabel que nous sommes en train de mettre en œuvre en Côte d'Ivoire, et puis l'initiative aussi sur la fiscalité incitative. Donc, par rapport à la première question, dans quelle mesure de telles politiques on peut contribuer à préserver l'environnement? Donc, il faut dire que la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays d'Afrique, ont mis en place une réglementation interdisant l'utilisation, la commercialisation des sachets plastiques. Donc, cette initiative va créer un engouement au niveau des PME dans le domaine du recyclage. Donc, la Côte d'Ivoire a pu mettre en place depuis fin 2018 un cluster de PME vertes dont 60% sont dans le domaine du recyclage. Donc, vous voyez que cette fiscalité incitative a suscité l'engouement au niveau des PME qui se sont établis. L'aspect écolabel aussi, c'est quelque chose de très important pour justement rendre compétitifs tous ces produits recyclés. Parce que si vous avez des produits dits normaux, classiques, sur le même marché que des produits recyclés, la compétitivité de ces produits-là est remise en cause. Donc, l'écolabel vient également soutenir la fiscalité incitative pour justement encourager ou promouvoir ces politiques produits. La deuxième question qui concerne quelles sont les conditions propices pour un impact plus élevé des politiques produits. Je pense que c'est l'idée de l'appropriation ou bien de la conscience, l'éveil d'une conscience et d'un civisme écologique au niveau national. Ça manque. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'initier un projet sur l'éducation environnementale à la base, avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Donc, normalement, une des conditions favorables, en plus des aspects que mon collègue du Burkina a indiqué tout à l'heure, je pense que l'éveil d'une conscience écologique et d'un civisme écologique dans nos différents pays fait de conditions pour avoir d'impact très important sur les politiques initiées par le gouvernement, et puis une appropriation aussi au niveau des collectivités. Donc, il y a tous ces éléments-là à mettre en évidence pour favoriser plus d'impact. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kouadio, d'avoir partagé cette expérience de politique incitative pour encourager les PME à aller plus dans le green et dans le recyclage. Et c'est important aussi de la conscientisation ou augmenter l'éducation environnementale. Je vois sur la liste M. Cheikh Fofana, ensuite Corinne Moloy. Monsieur Fofana, vous avez la parole. Fofana, vous êtes toujours en ligne? Monsieur Fofana? Allô? Allô? Oui, Monsieur Fofana, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Je suis Monsieur Fofana, chef. Je suis le directeur adjoint de l'environnement et des établissements classés au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal.
Alors, je suis avec des collègues, je suis au même titre que moi, donc cette importante rencontre d'échange donc sur la CPD et ses liens avec des modèles économiques circulaires. Alors, pour dire que nous nous réjouissons de prendre part à cette rencontre d'échange sur une question éminemment importante sur les modes de production et de consommation durable. Et nous avons bien suivi les différentes présentations et les enjeux liés à cette résolution donc, qui porte sur la question. Alors, comme il a été dit, nous osons espérer donc après recevoir toutes ces présentations-là pour mieux renforcer nos informations. Et ce que je voulais dire, peut-être poser une question d'abord. Quel est le lien entre cette politique produite, comme vous l'appelez, et l'analyse cycle de vie? Une question. Et comme contribution, je crois que le Sénégal également fait partie des principaux pays, en tout cas, qui ont pris à plat le corps cette question de mode de production et de consommation durable depuis très longtemps, au lendemain de la conférence de Johannesburg de 2002. Et ma foi, on a été l'un des premiers pays, en tout cas, à élaborer un plan d'action décennal sur les modes de production et de consommation durable depuis 2006. Et actuellement, ce plan, au moment où je vous parle, dans les jours à venir, va être réactualisé parce que c'était un plan d'action décennal, donc qui a pris fin pratiquement en 2017. Et comme nous sommes en 2020, donc ce plan est en cours de réactualisation. Et je crois que cette rencontre, en tout cas, vient à point nommé parce que ça sera l'occasion pour nous, en tout cas, d'internaliser des éléments qui vont sortir de cette concertation-là et plus particulièrement des dispositions de la résolution pour voir comment les prendre en compte dans le document qui sera en révision. Je crois que c'est une très bonne chose pour nous. Alors, donc, comme je disais, nous avons notre plan d'action décennal, mais également nous avons pris des initiatives dans plusieurs secteurs et ma foi, ce plan d'action décennal qui avait été élaboré tourne autour de ces secteurs où on a examiné de façon sans complaisance ces secteurs, voir pour chaque secteur qu'est-ce qui n'était pas durable et promouvoir des solutions durables. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'était un plan d'action, le document est disponible et on pourrait l'envoyer à qui le voudrait. Alors, même dans le secteur touristique, par exemple, on a pu développer même aujourd'hui un label touristique où des hôtels sont labellisés justement comme étant des hôtels propres, qui font du production propre. Mais également en termes législatifs, et comme l'a signalé mon collègue Guadio de Côte d'Ivoire, on a pris par exemple 2 types de lois concernant les sachets plastiques, parce que je crois que l'espace UEMOA et même de la CEDEAO, je crois que cette question est d'actualité. Au Sénégal, donc, nous avions pris 2 types de lois. Dans un premier loi en 2015, c'était une loi interdisant strictement, donc moins de 30 microns, ce n'était pas accessible au niveau du pays. Alors, ça n'a pas amené le résultat escompté, donc on a élargi en tout cas cette loi et aujourd'hui on a une nouvelle loi donc relative à la prévention et à la réduction de l'incidence du plastique sur l'environnement. Donc, et là également, ça a permis en tout cas au Sénégal de développer pratiquement l'économie circulaire autour du recyclage et du traitement en tout cas de ces déchets plastiques. Et il y a toute une économie qui se développe. Et avec le développement des filières, donc pour dire également ce sont des aspects extrêmement importants qui s'inscrivent dans le cadre de cette mode de production et de consommation d'eau. Alors là également, je voudrais faire une proposition au PNUE, donc pour pouvoir avoir beaucoup d'initiatives qui ont été menées dans ce cadre-là, d'entamer soit une étude ou bien de demander au pays, chacun en ce qui le concerne, d'envoyer, de lui faire parvenir des initiatives. Et là, ça permettra aux PNUE de faire un recueil des initiatives en matière de production, consommation durable en Afrique. Donc, ça permettra après, en tout cas, de pouvoir les échanger et de retenir, en tout cas, ce qui est, en tout cas, pour la protection de l'environnement. Mais également, toutes ces lois, toutes ces dispositions-là ont permis de mettre à niveau nos entreprises. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans le domaine de la loi donc, relative à ces déchets plastiques-là,
aujourd'hui, c'est en train de développer, en tout cas, toute une filière de production de papier, donc pour remplacer donc, les emballages en plastique. Donc, voilà, donc, chers collègues, pour ne pas aussi, à mon tour, monopoliser la parole, quelques éléments que je voulais mettre sur la table en vous félicitant et en vous remerciant également de cette organisation et d'avoir bien voulu me remettre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Silla. Comme d'habitude, Fofana. Bon, je suis habitué à tous les deux, Silla et Fofana, tous sont des frères. D'abord, très bonne suggestion en termes de partage d'initiatives pour développer un recueil sur les initiatives. Je pense que c'est une très bonne proposition. Et nous serons aussi intéressés d'avoir les leçons apprises de la mise en œuvre de votre plan décennal, puisque ça date de 2017 et que ce serait bien de partager avec les gens, non seulement le PNUE, mais aussi les autres pays, de l'expérience et des leçons que vous avez tirées de la mise en œuvre de ce plan au cours des 10 dernières années. C'est important aussi de... vous pourrez aussi partager le document avec nous et le PNUE se fera le plaisir de le partager avec les partenaires qui seront intéressés. Il y a une question, votre question est bien notée par rapport à ma collègue Claire reviendra sur votre question. Il y a une autre question aussi qui a été posée par rapport au point focal du PNUE au niveau du Burkina Faso. Ma collègue reviendra là-dessus. Et là, sans plus tarder, je vais passer la parole à Moyo, Corinne Moloy. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Ok, vous m'entendez très bien. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis aussi de l'île Maurice. Je suis dans un département agricole du ministère de l'agro-industrie à Maurice. Et je vous fais une aperçu de tout ce qui est relié à l'agriculture dans le domaine de politique relative aux produits. Alors, comme plusieurs d'entre nous ont mentionné, nous, ici, à Maurice, on est en train de promouvoir beaucoup tout ce qui a trait à recyclage des déchets et réduire les déchets et aussi promouvoir un petit peu, comme si, non seulement promouvoir, mais sensibiliser les gens à encourager, que ce soit les agriculteurs ou les personnes dans le domaine, d'essayer de réduire la quantité de déchets qu'ils utilisent. Et dans le même optique, il y a eu l'interdiction des produits en plastique. Et dans le domaine agricole, on a fait des provisions pour les recyclages des bidons de pesticides vides. On a mis en place des poubelles spécialement dans les régions agricoles pour que les planteurs puissent disposer le bidon vide dans ces poubelles-là. On a aussi fait pas mal de sensibilisation concernant le compostage des déchets agricoles et la réduction des produits agrochimiques à travers des standards. Par exemple, le Morigap, et on tourne aussi vers la production bio. On fait pas mal de sensibilisation concernant l'agriculture écologique et on a développé aussi un standard local, le Morigap, qui a trait à l'agriculture saine et durable. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres et peut-être je vais mettre un petit peu plus de détails dans le document qu'on va envoyer éventuellement. C'est bon, merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir partagé cette expérience riche et nous attendons vos commentaires par écrit sur le document qu'on vous a fait parvenir. On me fait comprendre qu'il y avait Nabil qui voulait prendre la parole. Vous avez la parole, Nabil? Vous êtes toujours en ligne? Allô? Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Bonjour tous mes amis, tous mes collègues. Donc, je vais parler donc, brièvement et d'une façon plus précise pour l'expérience tunisienne. Par exemple, on a en 2015 et 2016 élaboré avec la collaboration du PNUE dans le cadre du programme SwitchMed une étude diagnostique sur le mode de consommation et de production en Tunisie qui a été donc
le livrable, ce sont 2 plans d'action concernant deux secteurs prioritaires à notre qu'on a jugé prioritaire, à savoir le tourisme et l'agroalimentaire. Donc, on a essayé de faire la mise en œuvre, mais comme vous savez, ce n'est pas facile. La mise en œuvre d'un plan d'action nécessite beaucoup d'assistance technique, beaucoup de financement. Mais à notre échelle, on a commencé par la modification de la loi concernant les achats publics en Tunisie. En Tunisie, à peu près 13% du PIB, donc la valeur annuelle des marchés publics, près de 40% du budget de l'État, ce qui représente environ 15 milliards de dinars, c'est l'équivalent de vers 5 millions de dollars américains. Donc, ça forme un poids économique qui donne une force de frappe importante au pouvoir public pour faire de leur achat un levier au service de la promotion des modes de production et de consommation durable. C'est pourquoi on a donc proposé des modifications dans, dans la loi. Ces modifications, on a donc, grâce à de nouveaux critères, obligé l'acheteur public de tenir compte des objectifs de développement durable, d'introduire le concept de cycle de vie dans les marchés publics et de tenir compte de pas mal donc, de définitions à l'instar de clause environnementale, qu'est-ce que ça veut dire marché public durable, qu'est-ce que ça veut dire coût de cycle de vie. Donc, les autorités publiques pourront, avec cette loi-là, mettre davantage l'accent sur la qualité, les aspects environnementaux, sociaux, tout en tenant compte du cycle de vie des produits et services. Autre que les achats publics durables, on a proposé, on a élaboré un guide pour les constructions durables, les constructions écologiques, avec la qualité, le label HQE, haute qualité environnementale. Pour les villes durables, comme vous savez que d'ici 2030, la majorité de la population mondiale et même régionale dans notre région de l'Afrique s'installe dans les villes. Donc, la promotion des modes de consommation et production durable dans les villes est très, très importante. C'est pourquoi, au ministère de l'Environnement en Tunisie, on a préparé un cahier de charge pour les communes. Les villes en Tunisie sont les communes, qui aide à la transition vers le statut de ville durable. On a utilisé, donc on a mis l'accent sur le principe de pollueur-payeur. On a proposé des articles sur la pollution sonore, le recyclage de l'utilisation de l'enrobé, l'utilisation des eaux usées épurées. Un autre exemple, par exemple, les cimenteries. Ce sont des unités industrielles qui sont très, très énergivores. L'État a décidé, a pris une politique donc, de freiner tout encouragement qui est contre l'activité qui protège l'environnement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donc éliminé tous les encouragements pour la prise en charge de consommation énergétique de l'électricité, ce qui a obligé les industriels à faire recours aux énergies renouvelables. Donc, on a fait on a pris cette initiative pour donc diminuer l'utilisation des énergies fossiles, et moins d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a des engagements d'ici 2030 qu'on a pris dans le COP 21 à Paris concernant la diminution de l'émission des gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, des effets extrêmes du changement climatique. Et donc, en Tunisie, on est en train de chercher une assistance technique pour la mise en œuvre de notre plan d'action, que ce soit une assistance technique ou même l'élaboration des requêtes de financement pour rechercher donc, des bailleurs de fonds qui nous aident à élaborer, à mettre en œuvre tous ces plans d'action qui s'alignent bien avec les objectifs de développement durable, l'agenda 2030. Et puisque tout le monde connaît qu'on est dans une situation assez critique, pandémie de Covid-19, donc la majorité du budget de l'État a de nouvelles priorités et donc on va essayer de chercher des financements autres que le budget de l'État. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Nabil, d'avoir partagé cette riche expérience de la Tunisie en la matière. Je ne vois pas de questions ou évidemment, il y a des commentaires qui sont postés sur le chat. Je vais peut-être passer la parole à ma collègue Claire pour répondre à certaines questions, mais aussi apporter des clarifications sur certains commentaires qui ont été faits par les intervenants. Claire, vous avez la parole. Merci Samba. Oui, je voulais rebondir sur une question sur la relation entre les politiques produits et le cycle de vie. Alors, la clarification que je voulais apporter, c'est en fait, c'est justement l'idée sous-jacente dans la troisième question, comment créer plus de cohérence entre les politiques produits. Parce qu'on observe que dans la plupart des pays du monde, un certain nombre de politiques produits sont développées, implémentées, mais pas nécessairement connectés avec d'autres politiques produits qui ont pour objectif de répondre, enfin de minimiser les impacts environnementaux d'un produit, par exemple au niveau de la fin de vie. Je prends l'exemple du plastique. Il y a un certain nombre de politiques pour le recyclage des sacs plastiques, mais ces politiques ne sont pas nécessairement connectées avec des politiques qui vont réfléchir à l'éco-design des emballages ou connectées à des politiques d'information aux consommateurs. Et toute la question qu'on se pose et sur laquelle on aimerait avoir votre retour, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour développer des politiques qui se complètent entre elles parce qu'elles arrivent à être implémentées de manière cohérente. Alors, j'ai pris l'exemple du plastique, mais on aurait pu prendre l'exemple du bâtiment, des matériaux de construction. On va réfléchir à l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement, mais est-ce qu'on va réussir à connecter cette politique avec des politiques qui encouragent l'efficacité énergétique dans les bâtiments, par exemple? Voilà, donc c'est vraiment la question qu'on vous pose. C'est-à-dire, alors Lyon, we can go back to the previous question actually on the screen. Donc la question qu'on vous pose, c'est pour vous, quelles sont les difficultés d'arriver à implémenter des politiques cohérentes sur un secteur, par exemple, et vos suggestions de comment créer cette cohérence. Alors, ce qu'on suggère, c'est qu'une approche du cycle de vie permet cette cohérence parce qu'elle va réfléchir à tous les impacts d'un produit tout au long de son cycle de vie et les politiques développées vont répondre à tous les impacts à différentes étapes du cycle de vie. Mais nous sommes évidemment ouverts à vos commentaires et suggestions sur ce sujet. Voilà, alors je redonne la parole à Samba si quelqu'un souhaite réagir à ce que je viens de dire et proposer des idées supplémentaires de comment créer cette cohérence. Merci beaucoup. Comme je le disais au départ, la parole à qui veut la prendre sur les questions de cohérence, mais aussi par rapport aux obstacles et les contraintes que vous rencontrez dans la mise en œuvre des politiques au niveau pays. Merci beaucoup, Monsieur Compaoré, d'avoir partagé l'expérience du pays au Burkina Faso. Ça sera pris en compte dans... il y a Abdelkader Fergui, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis heureux. Je suis Monsieur Abdelkader Fergui de l'Algérie. Je travaille dans le Centre national, je suis le directeur général du Centre national des technologies de production plus propres. Nous avons énormément contribué à l'événement du plan national
d'action sur les modes de consommation et de production durable en 2016 en Algérie. Ce plan d'action a comporté 42 actions, donc ce qui est déjà formidable. Donc, il a été élaboré en 2016. L'état des lieux des MCPD en Algérie a été actualisé en 2018. Mais je voudrais surtout me concentrer sur les politiques justement mises en œuvre en Algérie. Et je voudrais commencer par tout l'arsenal juridique qui a été mis en place depuis 2002, qui a fait un peu l'avènement de l'environnement dans ses plusieurs facettes. Et ce qui est important, c'est que depuis 2018, l'Algérie a commencé à faire sa stratégie ou sa feuille de route de l'économie circulaire en Algérie après une large série de consultations. On a vu participer toutes les franges de la société. Donc, vous aviez des associations passant par l'université, parce qu'il est très, très important. Et là, je rebondirai un peu sur l'importance d'élargir la consultation, d'associer le maximum de parties prenantes à toute politique des CPD dans un pays, à mon avis, et c'est très important. Donc, je disais que l'Algérie est en phase de réformer sa loi sur les déchets, la loi 01-19 qui date de 2001. Cette loi, justement, va être transformée en une loi sur l'économie circulaire, ce qui est déjà un pas très important pour notre pays, dans le sens où nous allons aborder le sujet déchets plutôt dans son volet économie circulaire. Et je pense que c'est quelque chose qui favorisera l'avènement justement de produits durables dans différents secteurs. L'Algérie aussi, en termes d'énergie, a pu soutenir et appuyer, puisqu'elle finance la moitié de la reconversion des moteurs véhicules en GPL, c'est une énergie propre. Donc, plus de 60 000 véhicules ont été convertis en Algérie, ce qui est un pas assez important. En matière de déchets, c'est vrai que le recyclage peine un peu à voir le jour. Nous sommes à hauteur de 5 à 6 % de taux de recyclage, mais ceci va être certainement boosté par cette nouvelle loi sur l'économie circulaire, ou oserais-je dire plutôt loi sur la gestion des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, qui va nous aider un peu à avoir plus de mécanismes de facilitation pour l'installation à la fois de la responsabilité élargie aux producteurs, puisque cette nouvelle disposition ou cette nouvelle stratégie ou loi va permettre l'avènement des filières de l'économie circulaire. Et nous avons listé 5 grandes filières prioritaires qui sont l'emballage plastique, les pneus usagés, les huiles usagées, les batteries usagées et les déchets électroniques, d'équipements électroniques et électroménagers. Donc, cette stratégie qui va être mise en place très, très, très bientôt en Algérie, ou cette loi, va nous permettre justement de booster la création d'entreprises durables qui activent dans le domaine de l'économie circulaire, qui, donc, de ce fait, permettront de justement proposer des produits durables. Je ne sais pas pourquoi on ne parle que de produits. Je voudrais justement poser cette question. Pourquoi on ne parle que de produits alors que nous pouvons aussi citer les services durables? Et dans ce sens, l'Algérie a depuis assez longtemps mis en place une qualité, un label qualité pour le tourisme, pour les entreprises hôtelières, pour les établissements hôteliers, pour qu'ils puissent répondre justement à certains critères de durabilité, notamment en matière d'économie d'eau et d'énergie, pour qu'ils puissent bénéficier de ce label qualité, même si je proposerai d'étudier aussi la possibilité de voir comment ces écolabels contribuent clairement à la compétitivité des entreprises ou des établissements hôteliers. Ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est très important, que nous abordons souvent ce volet de CPD du point de vue réglementaire. Il faudrait aussi le faire du côté, oserais-je dire, économique, parce que nous avons vu, et c'était un travail, je paraphrase un peu mon ami de la Tunisie, qu'un projet pilote qui a été mené en Algérie dans le cadre du programme SwitchMed a permis quand même de faire ressortir cette idée que produire durable, c'est aussi permet de gagner de l'argent. Donc, c'est très incitatif pour les entreprises, mais il faudrait mettre plus l'accent dessus et essayer de multiplier les actions dans ce sens afin de faire adhérer les entreprises à une démarche de CPD. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fergui, pour le partage. Et c'est très pertinent la question de service versus produit, parce que les deux vont ensemble. C'est important aussi de noter l'engagement de l'Algérie dans la question d'économie circulaire,
mais aussi en y apportant le côté énergie, énergie propre pour un pays producteur de pétrole. C'est vraiment quelque chose de très important à entendre et encourageant. Et d'où l'idée qui avait été émise par M. Fofana de partager les initiatives pour développer un recueil d'initiatives qui pourraient servir de leçon ou de partage d'expérience entre les pays. Je vais peut-être passer la parole à ma collègue Claire pour répondre à certaines questions qui ont été soulevées par Fergie. Over to you, Claire. À vous la parole, Claire. Pardon, dans l'intervention de l'Algérie, pardon, il y a eu des questions. Excusez-moi si Oui, j'ai raté la en question. fait, pourquoi se focaliser sur les produits Oui, plutôt d'accord. que sur les services? Alors non, on ne se focalise pas que sur les produits. On est également intéressé par les politiques qui encouragent des services plus durables. Souvent, en filigrane, on voit quand même le produit derrière. Dans le service, dans le secteur du tourisme, par exemple, quand on parle d'efficacité énergétique, on va finalement revenir à l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple, mais on ne se ferme pas aux produits uniquement. Donc, merci de votre retour sur les labels qualité pour les services hôteliers en Algérie. C'est très intéressant. Après, c'est vrai que ce qui serait intéressant de comprendre, c'est dans quelle mesure vous avez réussi à mesurer un impact environnemental positif. Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le mesurer? Très bonne question. Je ne vois pas d'intervenant. Dois-je assumer que nous sommes au terme de cette session qui, à notre avis, n'est que, elle est continue, elle ne s'arrête pas qu'à cette session. Et vous pouvez toujours faire des commentaires et des questions sur l'un des aspects discutés lors de cette consultation. N'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées affichées sur l'écran. Je pense que Lee va afficher les coordonnées sur lesquelles vous pourrez envoyer vos questions et commentaires. Samba, on va peut-être passer au second bloc de questions sur les pratiques de conception innovantes. Exactement. Exactement. En fait, j'étais en train de clore pour ce premier bloc. Et ensuite, pour ceux qui ont des questions, ils peuvent mettre les questions relatives à ce bloc. Maintenant, on passe au prochain. Allô? Oui, merci Samba. Peut-être que je vais lire les deux questions sur lesquelles on souhaiterait avoir un retour des participants. Alors là, on va s'intéresser aux pratiques de conception de produits et de services. Donc souvent des pratiques de conception au sein des entreprises, des petites et moyennes entreprises, mais aussi des grands groupes ou des instituts de recherche, etc. Et la question qu'on souhaiterait vous poser, c'est de savoir comment votre pays réussit-il à identifier et à adopter des pratiques de conception innovantes de produits et de services, et quelles sont, à votre avis, les exigences pour généraliser l'adoption de pratiques de conception innovantes de produits et de services. Donc là, on s'intéresse vraiment à comment, au tout début du cycle de vie du produit, c'est-à-dire à l'étape de sa conception, comment encourager des pratiques de conception innovantes qui permettent ensuite de minimiser les impacts environnementaux nocifs des produits et des services tout au long de leur cycle de vie. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je n'entends pas Claire. J'ai des problèmes de connexion encore. Moi, je vous entends.
Je vois que Abdelkader Fergui demande la parole. Mais je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Moi, je n'entends pas. J'entends pas. Samba, on vous entend bien. Je demanderai peut-être à Claire de continuer en attendant que mon réseau se stabilise. D'accord. Alors, Abdelkader, je vous laisse la parole. Oui, donc, si j'ai bien compris la question qui nous est posée, je pense qu'il est très important de rappeler quand même la présence de la donne ou de la question environnementale au sein même des entreprises de manufacturières ou de production, ou même de services. En Algérie, par exemple, depuis 2005, nous avions, oserais-je dire, mettre entre guillemets, imposé la présence d'un responsable de l'environnement au sein de ces entreprises industrielles, ce qui favoriserait, à mon sens, l'intégration de la question environnement au sein même des équipes de production, puisque c'est une personne qui est désignée par le responsable ou bien par le patron de l'entreprise. Et donc, le fait est qu'il y ait une présence d'un délégué pour l'environnement au sein d'une entreprise industrielle favorise un peu la concertation lors de la mise en place d'un nouveau produit ou d'un service. Donc, je pense que c'est une piste à examiner dans le sens où ça permettrait, à mon avis, cette interaction entre réglementation ou législation environnementale, conformité réglementaire, mais aussi souci de production et de rentabilité. Donc, la présence d'un responsable au sein des entreprises favoriserait, à mon sens, l'émergence de pratiques d'éco-conception au sein des entreprises industrielles. Ceci dit, ceci n'est pas certainement suffisant et il faudrait qu'il y ait encore plus d'encouragement là-dessus. Et il faut croire qu'en termes d'éco-conception, encore une fois, les entreprises industrielles sont souvent confrontées à des problématiques de connaissances ou de technologies qui ne sont pas tout le temps accessibles et donc tendent aller vers des produits classiques qui sont plus ou moins facilement vendables, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a encore une fois production versus consommation, c'est-à-dire dans le sens où les consommateurs sont-ils au fait de la façon dont le produit a été conçu. Et il faudrait peut-être essayer de mettre un peu plus une politique d'étiquetage plus rigoureuse, un peu plus précise, qui permettrait aux consommateurs un peu d'apprécier la qualité de durabilité des produits qui sont mis en place. Et bien entendu, cet étiquetage a été mis en place, par exemple, en Algérie pour ce qui est de l'efficacité énergétique, pour les climatiseurs, notamment pour les réfrigérateurs, où nous imposons une qualité, où nous imposons une sorte de classification par rapport à ces produits. Vous avez donc un marquage qui est obligatoire sur tous les produits, et ce marquage renseigne un peu sur la consommation elle-même du produit, même si, il faudrait le dire, et nous avons eu l'expérience récemment, où nous avons été informés que ces produits, quand même, qui sont à forte valeur en termes d'efficacité énergétique, se vendent plus cher par rapport à des produits qui sont réputés classiques ou énergivores. Donc, c'est très important aussi de rappeler là-dessus la teneur de cette question, parce qu'il faudrait savoir que même si les politiques encouragent l'éco-conception pour les produits et services, ceci dit, ça ne voudrait pas forcément dire pour les entreprises une plus grande rentabilité. Donc, il faudrait peut-être trouver le juste milieu ou la juste mesure pour de telles mesures. Voilà, merci. Hop, moi j'ai fini. Est-ce qu'on m'entend? Pardon, j'essaie de prendre les notes en même temps. Je vous remercie de votre intervention, Abdelkader, c'est très intéressant. Je vois que Alain Serge Quadio souhaite prendre la parole. Oui, voilà, il faut contribuer. Ok. En Côte d'Ivoire, comme j'avais indiqué dans mon introduction tout à l'heure, on a suscité la création d'un cluster des PME vertes. Et donc, dans ce cluster, nous avons une diversité de filières vertes qui
par essence même, font de l'éco-conception déjà au niveau de leurs biens ou services. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Mais l'autre élément aussi important, c'est on a mis en place un décret sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, avec ce décret, une certaine catégorie d'entreprises ou même de collectivités ou même d'autres acteurs sont obligés d'avoir un plan stratégique de développement durable, de faire un reporting en matière de développement durable. Donc, ce décret-là incite quand même à avoir de bonnes pratiques, notamment sur les aspects de conception des produits ou de services déjà en amont. Et l'autre élément aussi, c'est le cadre de l'éco-labellisation que nous avons mis en place. Donc, il y a plusieurs domaines prioritaires que nous avons identifiés, notamment les hébergements touristiques, tout ce qui est recyclage des déchets, tout ce qui est agriculture biologique, tout ce qui est construction durable. Donc, cet outil d'éco-label va venir compléter les autres aspects tels que le cluster et puis la fiscalité incitative. Et tout cet environnement-là devrait pouvoir justement nous permettre d'avancer sur ces modes de consommation de production durable. Maintenant, toute la question reste à avoir sur un cadre de mesure de l'impact de ces initiatives-là. Je pense que le partage d'expérience avec des pays qui ont déjà mesuré l'impact d'aide politique sur le terrain, ça sera quand même quelque chose de très, très intéressant à faire. Voilà. Donc voilà un peu pour la première question, ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Cheikh Fofana. Allô? Allô? Oui, allez-y. Voilà, merci beaucoup, Claire. Je voulais même, avant qu'on touche cette deuxième vague de questions, répondre à la troisième question de la première truc. Mais je crois que on peut constater que c'est un prolongement encore de la troisième question de là-bas. Alors, de mon point de vue, pour répondre à cette question, comment faire pour que ces politiques-là marchent, hein, moi, je pense que d'abord, il faut une approche intégrée des différents secteurs d'activité qui se mènent dans le domaine de la CPD. Il faut véritablement cette approche intégrée et mettre fin avec ces approches sectorielles-là. Donc, ça, c'est ma première proposition. La deuxième proposition, c'est le renforcement des capacités des acteurs. C'est extrêmement important parce que qui parle de mode de production et de consommation durable, le plus souvent, qui va s'aligner avec également des transferts de technologies et autres. Donc, ça, quelque part, ça nécessite en tout cas le renforcement des capacités de mon point de vue. Ça, c'est la deuxième proposition. La troisième proposition, c'est le renforcement de l'implication du secteur privé. Pour réussir ces politiques, en tout cas de promotion de CPD, d'économie circulaire, moi, je pense que le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer et il appartient à nos États, à nos gouvernements, justement, d'impliquer justement ces catégories d'acteurs-là, hein, donc qui ont les moyens, qui ont les outils de production, n'est-ce pas? Et c'est une façon, en tout cas, de mettre en application toutes les décisions politiques qui sont prises donc, pour arriver à ces fins-là. Et comme quatrième proposition également, promouvoir les achats publics durables, qui constituent, à mon avis, les prémices, en tout cas les bases d'une politique hardie de CPD. Parce que les achats publics durables sont au début et à la fin. Donc, de tout ce qu'on peut entreprendre en matière de mode de production et de consommation durable. Et un autre fait que je voulais également partager avec vous, pour le cas du Sénégal, en tout cas, on a élaboré une feuille de route pour l'économie circulaire. Et on a identifié une dizaine d'actions prioritaires à mener dans le cadre de cette feuille de route. Tout ça pour promouvoir les APD, y compris, pour promouvoir autant pour moi
les CPD, y compris également donc, la promotion de l'économie circulaire. Donc, et ces actions vont de la mise en place de politiques d'achat durables, comme je l'ai dit, et actuellement nous y sommes avec l'autorité de régulation des marchés publics, où on a un arsenal juridique qui a été mis en place avec un plan d'action pour vraiment intégrer les achats publics durables dans les achats. Voilà. Mais également, comme deuxième action prioritaire, mener des actions, des évaluations de flux de déchets échangeables, mettre en place un programme de collecte, traitement des déchets, la promotion de l'écologie industrielle et territoriale, le développement de politiques de fiscalité verte, n'est-ce pas, fait partie de cette feuille de route. Donc, il y a tout un ensemble, il y a une dizaine pour ne pas trop monopoliser la parole, mais je pourrais à toute fin utile partager avec les collègues donc, notre feuille de route, donc, que nous avons en tout cas identifié comme étant des axes prioritaires donc, pour mieux promouvoir l'économie circulaire. Donc, voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole également, les éléments de contribution que je voulais apporter et je vous remercie. Je vous en remercie, Cheikh. Je vois aussi un certain nombre de commentaires de Maurice. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour élaborer sur vos commentaires écrits? Merci, Claire. Je veux plutôt saluer les représentations des différents pays et je constate que les problématiques sont presque communes à travers, mais sauf que en étant un État insulaire, l'île Maurice, nous avons aussi le problème de economies of scale, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire les productions doivent être suffisantes pour avoir de revenus et aussi l'échelonnage au niveau industriel. Ça suscite des expertises dont nous pouvons avoir des contraintes et nous devons dépendre des pays, c'est-à-dire des coopérations nord-sud. Merci. Je vous remercie. Je crois que Samba, vous êtes de retour en ligne. Je vous redonne la main sur les commentaires faits par écrit. Ah non, il n'est pas de retour. Albert Compaoré, vous souhaitez prendre la parole? Allez-y, votre micro est coupé, Albert. Il faudrait juste activer votre micro. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, je vous entends, allez-y. Merci beaucoup. J'avais posté mon commentaire. En fait, c'était pour signaler que au Burkina, peut-être ce qui va se passer, c'est que nous avons, avec l'appui du BIT, décidé de faire l'inventaire des innovations vertes, mais en particulier celles qui sont intervenues au cours de la pandémie de la COVID-19. Comme vous le savez, la COVID-19 a vraiment chamboulé toutes nos économies et elle a surtout, disons, montré que chaque pays doit surtout renforcer sa propre autonomie parce que les échanges peuvent être du jour au lendemain remis en cause par des épidémies. Et donc, la question de l'autonomie économique est à l'ordre du jour. Donc, les innovations allant dans le sens d'une souveraineté économique plus assumée sont importantes aussi pour le futur. Mais aussi, nous espérons que cet inventaire qui va venir avec des produits vraiment dignes d'intérêt et susciter l'intérêt du gouvernement aussi à soutenir l'innovation en termes de produits de consommation locale, mais aussi qui vont remplacer les produits importés, mais aussi d'une manière générale des politiques de produits propres. Parce que, comme je l'ai dit dans mon premier post, il n'y a pas véritablement une politique dans ce sens, même s'il y a des actions dispersées qui encouragent cela. Merci beaucoup.
Merci Albert. Je crois qu'Abdelkader souhaite reprendre la parole. Merci, merci Claire. Je voudrais juste rajouter un élément important, c'est que c'est grâce à un projet pilote qui a été mené en Algérie sur la production propre et l'économie de ressources, dans le cadre du programme SwitchMed financé par l'Union européenne, où 12 entreprises ont été accompagnées justement pour mettre en place ce système de suivi du produit, donc de la matière première jusqu'à devenir produit. Nous avons constaté lors de ce programme pilote, comme je l'ai écrit, le manque de formation et non pas d'information, le manque de formation dans l'éco-conception. Donc il faut croire que les entreprises en général ne favorisent pas forcément une démarche qualité environnement, mais plutôt une démarche de qualité vente, plutôt produit. Donc, ce qui est important à mon sens, c'est de voir dans quelle mesure justement nos réglementations et nos incitations actuelles, qu'elles soient en termes de taxation ou en termes d'aide octroyée pour ces entreprises, pourraient aller plus vers justement des services d'éco-conception pour essayer d'agir à la source des problèmes environnementaux qui surviennent justement à cause, oserais-je dire, de la qualité peu louable en termes d'environnement de ces produits. Donc, c'est très important de pouvoir aussi essayer de trouver des financements par rapport à ces activités-là, dans quelle mesure les États pourraient aider les entreprises à mettre en place une démarche d'éco-conception à travers éventuellement des facilitations ou bien des aides, mais pas que, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous sommes en Algérie, par exemple, dans un effort assez poussé pour essayer d'exporter des produits qui sont fabriqués localement. Et nous savons très très bien que en termes d'exigence à l'export, par exemple, ce n'est pas tout le temps facile parce que les normes et les standards internationaux sont plutôt exigeants en la matière. Il faudrait donc soutenir les pays pour qu'ils puissent à la fois répondre à la consommation nationale et espérer pouvoir exporter aussi, ce qui fera une valeur ajoutée pour nos entreprises. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Claire. Merci beaucoup de votre contribution que je poste à l'instant à l'écran. Et je crois qu'il y a encore des commentaires écrits de Goutiene Lankaodé. L'identification des innovations se fait surtout par voie d'études et de recherche, notamment par les think tanks et les centres de recherche sont commandés par l'État et ou ses partenaires. Certains centres le font aussi sur initiative propre. Souhaitez-vous prendre la parole? Je vois que vous continuez à écrire des commentaires. N'hésitez pas. Goutieni? Oui, allô? Oui, je vous entends. Allez-y. Voilà. Bon, j'ai essayé de mettre quelques... Je ne sais pas si c'est ça la question pour dire ici qu'il a identifié, mais si c'est la manière dont on arrive à retrouver en tout cas les pratiques ou les conceptions qui sont faites, c'est par voie de recherche, souvent lorsqu'il faut appuyer l'État pour certaines politiques ou s'il faut diagnostiquer des situations données en matière de protection de l'environnement. Mais quelquefois, ce sont les entreprises aussi ou les promoteurs qui communiquent sur leur innovation, sur leur conception. Donc, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais c'est ce que je voulais dire, si c'est ça. Par rapport à la mise à l'échelle, je suggérerais de mettre, bon, parce que dans ce que j'ai remarqué, surtout dans les pays francophones, c'est vrai qu'elle est importante, mais on met l'accent sur la volonté politique et les politiques. Je pense qu'il faut, comme dans le cadre du projet Suisse Africa Green, financé d'ailleurs par la Commission européenne, d'essayer d'aller directement motiver les entrepreneurs eux-mêmes
puisque, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, on a montré que faire de l'économie verte ou de l'économie circulaire, c'est aussi gagner de l'argent. Je pense qu'on peut utiliser ce créneau-là pour faire reproduire ou mettre à échelle, en tout cas, ou généraliser de telles pratiques. Donc, à mon avis, c'est vrai, il faut sensibiliser, mobiliser les politiques pour qu'il y ait le cadre, mais en termes donc d'investissement et tout, je pense qu'on peut vraiment développer des choses qui vont encourager les entrepreneurs, notamment la fiscalité incitative en la matière, quoi. Donc, je profite de signaler que je ne sais pas si c'est fini aussi par rapport aux politiques, ça nous amène un peu en arrière. Le Burkina était en train d'élaborer une fiscalité qui serait mieux adaptée à ce type de politique-là. Bon, j'avoue que je ne sais pas si c'est terminé maintenant ou pas. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez regarder. Je vais chercher, si je trouve, comme il y a les liens de partage, je vais partager avec vous. Oui, volontiers. Je vous remercie. Alors, on a un petit peu dépassé le temps de notre consultation. Alors, je vous propose de passer à la troisième et dernière question de cette consultation sur le rôle du PNUE et du système des Nations Unies et la communauté internationale au sens large. Lee, would you mind to move us to the last block? Alors, la question que l'on vous pose, c'est quel rôle le PNUE, le système des Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble devraient-ils jouer pour combler les lacunes et les défis que vous venez de mettre en évidence au cours de notre discussion? Je ne vois pas de main levée, n'hésite. Je peux dire un mot? Oui, allez-y. C'est vrai qu'il y a le traditionnel rôle qui est donné, celui de l'appui financier, parce que bon, beaucoup de pays peut-être n'ont pas les moyens de faire des investissements initiaux à ce niveau. Mais moi, je dirais qu'il faut, au niveau du PNUE, peut-être voir dans quelle mesure on peut aller pour beaucoup de produits, comment j'allais dire, adopter de manière adaptée ce qui se fait, par exemple, au niveau des mines. Donc, de plus en plus, il y a, par exemple, un système, une réglementation internationale qui fait que si on doute de votre produit en termes de mine, qu'il n'est pas sain du travail des enfants ou qu'il n'est pas exempt d'utilisation de mercure, qu'il n'est pas exempt de corruption, etc., c'est difficile de l'écouler. Donc, il y a des mécanismes comme ça. L'Europe est en train de peaufiner même d'ailleurs. Je pense qu'on peut aussi, le PNUE peut peut-être voir, si ça n'existe pas déjà, comment ce type de mécanisme-là peut être mis en place pour peut-être on ne peut pas le faire pour tous les produits, mais vraiment pour les produits de grande consommation ou d'échange au niveau international, comment mettre ce type de réglementation qui, depuis la production, oblige l'entrepreneur à penser à comment avoir l'impact minimal sur l'environnement s'il a l'intention d'exporter ça et d'avoir des clients au niveau international. Donc, voilà ce que je voulais dire comme contribution. Je vous remercie. Je passe la parole à Alain-Serge Quadio. Quado, pardon si je ne prononce pas bien. Alain-Serge, allez-y. Oui, non, tu peux juste simplifier par Alain-Serge, c'est plus facile. D'accord. Ok, non, juste pour contribuer, comme vous le savez, hein, la transition vers une économie verte ou vers un développement durable passe par la mise en place ou le renforcement de cadres institutionnels et réglementaires. Deuxièmement, il y a le développement d'outils et d'instruments. Et troisièmement, il y a des actions pilotes pour vérifier si ces outils et instruments-là fonctionnent et puis créer les conditions
de passage à l'échelle. Donc, en ce qui concerne les modes de consommation et de production durable, comme on a indiqué, je pense qu'il y a 2 ou 3 problèmes quand même qui se présentent à nous, pour lesquels on sollicite souvent l'appui des systèmes des Nations Unies. Il y a d'abord tout ce qui est études de base sur certaines thématiques. Par exemple, la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, vient d'appuyer, si vous voulez, une étude sur la croissance verte et les emplois verts dans 4 ou 5 pays. Donc, on l'a validé seulement que hier. Et donc, justement, ces genres d'études-là permettent d'éclairer la décision politique. Et donc ça, c'est juste un exemple que je donne. Le deuxième exemple, c'est qu'on vient de bénéficier en Côte d'Ivoire de l'appui du Bureau international du travail pour élaborer la stratégie nationale de promotion des emplois verts. Jusqu'à présent, on allait un peu dans tous les sens, mais je pense qu'avec cette stratégie intégrée, cohérente et inclusive, on pourra justement mieux orienter l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre. Donc ça, c'est la première des choses qu'on pourrait attendre des systèmes des Nations Unies. Il est clair que les différents pays ont leur responsabilité justement de mener des études sectorielles ou des études de base sur certaines thématiques. La deuxième des choses, c'est le développement d'outils et d'instruments. Parce que le système des Nations Unies a un rôle central. Il a une hauteur d'esprit, bien de vue sur les différents outils, les bonnes pratiques qui existent. Donc, les différents pays, le système des Nations Unies va nous accompagner pour justement élaborer ces outils-là qui ont marché ailleurs. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure du décret sur l'écolabel. Et puis, tout ce qui est règlement de certification que nous voulons sortir. Nous avons eu un benchmark, on a eu le règlement de certification écolabel Côte d'Ivoire pour les hébergements touristiques. On a besoin d'avoir des modèles de règlement de certification sur, par exemple, tout ce qui est agriculture biologique, produits biologiques, tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est efficacité énergétique. Donc, on n'a pas tous ces outils-là. Voilà. L'autre élément important, pour terminer, nous sommes en train on a élaboré un guide sur les achats publics durables. On a besoin que, par exemple, ONU Environnement regarde ce guide sur les APD pour voir est-ce qu'il y a des inputs, il y a des bonnes pratiques qui pourraient nous aider à consolider ce guide-là. Actuellement, nous sommes en plein dialogue ou en pleine construction d'un décret pour prendre en compte les clauses environnementales et sociales dans le processus des marchés publics. Donc, actuellement, nous sommes en train de préparer un décret pour la prise en compte des clauses environnementales et sociales dans le système des marchés publics en Côte d'Ivoire. Et normalement, le guide APD devait venir à l'appendice pour aider les fournisseurs publics, les administrateurs de crédit, l'autorité de régulation, etc. Donc, on a besoin d'outils. Ça, c'est la deuxième des choses qu'on attend du système des Nations Unies. Troisièmement, enfin, c'est, si vous voulez, d'aider, voir à quelle mesure on peut aider le secteur privé à capter la finance climatique, voir la finance durable de façon générale. Et puis, comment susciter l'intérêt ou l'intérêt des banques commerciales. Les banques commerciales à soutenir, si vous voulez, tout ce qui est investissement vert, parce qu'aujourd'hui, les banques commerciales, la question qui se pose, comment ils arrivent à gérer les risques liés aux investissements verts. Donc, il y a tout cet arsenal-là de la position des systèmes des Nations Unies qui ont une vue sur les bonnes pratiques, ça et là, les partager, voir un peu comment on peut accompagner les différents pays. Donc, voilà quelques exemples, mais on remercie quand même le système des Nations Unies pour ce qu'il fait déjà pour nos différents pays. Mais je pense qu'on devait même pour terminer totalement. Moi, je suis le point focal national de consommation et de production. Trop
réunions passées, il n'y a pas trop d'interaction entre nos points focaux, notamment pour l'espace francophone, pour faciliter les choses. Il n'y a pas trop d'interaction. Merci beaucoup pour cette initiative. Je vous remercie, Alain Serge. Et je passe la parole à Abdelkader et ensuite à Bamorifine Jan. Abdelkader, à vous. Merci. Je voudrais donc juste, par rapport à cette question, en quoi le PNUE pourrait essayer d'aider un peu les États, les pays, pour qu'ils développent une meilleure mise en œuvre, à mon avis, des plans nationaux qui ont été réalisés pour répondre à la cible 1 de l'objectif 12 des ODD. Nous avons quand même un plan national qui a été mis en place en Algérie, à l'instar de beaucoup de pays. Nous voudrions quand même un plus grand appui de la part du PNUE pour sa mise en œuvre. Quand je parle de mise en œuvre, je ne parle pas d'actions qui toucheraient un large spectre. Je parle plutôt d'actions de démonstration qui sont importantes à mon sens, et que ces actions pilotes de démonstration améliorent la visibilité justement de toutes les activités, actions qui relèvent de la CPD. C'est très important de démultiplier justement ces actions, ce qui pourrait permettre un peu de faire connaître déjà la teneur et l'importance des CPD dans nos pays respectifs, mais aussi pourrait aider, comme l'a dit mon collègue, un peu aider les banques, donc les financements à venir vers ce genre de produits. Donc, les actions de démonstration amélioreront certainement la visibilité, et cette visibilité donnerait donc un plus grand intérêt aux bailleurs de fonds, qu'ils soient nationaux et internationaux, pour qu'ils puissent soutenir des actions de transformation, de mise à niveau, à la fois des entreprises, mais aussi en termes de sensibilisation et d'information pour les consommateurs. Donc, je pense qu'il est très important de voir comment les plans nationaux qui sont réalisés puissent être mis en œuvre avec un appui du PNUE, bien entendu, parce que ces actions ont une grande valeur par rapport à, comme je l'ai dit, à cet aspect de démonstration de la fiabilité des produits durables. Ça, c'est ma première, je pense, proposition. La seconde abonde dans le même sens, dans le but d'encourager aussi l'entrepreneuriat vert, qui est une donne très importante pour l'avènement d'une industrie verte à l'avenir. Donc, au-delà des encouragements qui sont initiés aussi en Algérie par rapport à l'encouragement de l'entrepreneuriat en règle générale, nous efforçons à ce que l'entrepreneuriat vert soit aussi encouragé d'une manière un peu plus spécifique, lui accorder une plus grande importance. Et pour cela, nous souhaiterions également aussi que des programmes un peu de formation tels qui ont été initiés par SwitchMed notamment, mais à plus grande échelle, oserais-je dire, pour essayer de soutenir un peu les jeunes qui veulent s'investir dans des entreprises vertes et qui auront à proposer des services aux produits durables. Voilà les deux grandes questions, ou bien les plus grandes propositions que je puisse proposer aujourd'hui. Voilà, merci Marie-Claire. Merci. Je donne la parole à Bamorifine. Merci bien, madame. Je crois que je prends le travail en vol. Et je crois que j'ai écouté pratiquement ce que j'avais comme proposition. L'essentiel a été dit, mais c'est de retenir que pour ce qui est du PNUE, c'est d'abord l'institution de la communauté internationale. Donc, en tant que structure de ce genre, c'est surtout l'appui technique qui est plus important. L'appui technique, et bien entendu, on parle là aussi de l'appui financier, l'appui technique, et comme certains l'ont dit, pensez aussi à ce système de réflexion, de démonstration. C'est très important pour nos pays, pour que, en tout cas, ce qui a été discuté auparavant puisse être, en tout cas, des solutions. Pour ce qui est de la communauté internationale, je crois que c'est de convenir, en tout cas, à ce qui sera arrêté et appuyé, que les différents États
chaque État, en tout cas, puisse apporter sa contribution, même si c'est petit. En tout cas, je crois que c'est ça qui va nous donner plus de force à atteindre les objectifs. Donc, je ne serai pas long, donc voilà un peu quelques éléments pour ma contribution. Bon, j'ai pris le truc en vol. Et merci bien, merci. Merci. Je me permets parce que c'est une question intéressante, de partager la question d'Albert à Alain Serge. Comment les progrès réalisés ont été financés et quel a été le rôle de la communauté internationale et des Nations Unies dans ce cadre? Alain Serge, si vous souhaitez réagir, je vous donne la parole. Je n'ai pas bien retenu la question. Albert Compaoré vous demande comment les progrès réalisés dans votre pays ont-ils été financés et quel a été le rôle de la communauté internationale et des Nations Unies dans ce cadre? Ok, voilà, merci. D'abord, il y a deux sources de financement. Il y a le financement étatique. Donc, en tant que directeur de l'économie verte, donc j'ai un budget annuel qui me permet quand même de faire des petites consultations. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant d'études, il faut recruter un consultant ou organiser des ateliers nationaux. Là, on a l'appui comment on appelle, de système des Nations Unies. Lorsque je prends le cas de la stratégie nationale de promotion des emplois verts, donc le BIT fait partie du comité emploi de la Côte d'Ivoire. Donc, on a exprimé un besoin d'appui technique et financier, justement pour d'abord élaborer une feuille de route de tout le processus. Et dans cette feuille de route, ils ont recruté un consultant et là, on va valider cette stratégie-là. Mais pour ce qui concerne tout ce qui est décret écolabel, guide, achat public durable, ça, c'est des fonds propres de l'État qu'on utilise pour élaborer ces documents-là. Donc, il y a deux sources étatiques et puis sources des Nations Unies sur des thématiques d'intérêt pour le système des Nations Unies avec un plaidoyer au plus haut niveau. Mais l'autre élément aussi pour mieux capter ces financements ou bien l'appui technique des Nations Unies, c'est de voir l'ancrage de ces idées-là dans le plan national de développement, qui est la boussole. La première question que le système nous pose, est-ce que l'action que vous voulez mener est une priorité nationale? Donc, ils vont chercher dans le PND, si c'est bien inscrit, alors ils accompagnent. Donc, voilà un peu, je quelques astuces, mais il est clair que voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a. Et puis, bon, en complément, on sollicite le système des Nations Unies. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Alain Serge. C'était très clair. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Si tu permets, je voulais juste compléter une idée aussi qui est assez intéressante par rapport au financement. Je peux compléter? Oui, allez-y. Voilà, merci. L'autre élément souvent qui manque dans nos pays, c'est, si vous voulez, la création de synergies entre les différents acteurs, que ce soit acteurs publics-privés. On peut initier un projet ou une activité qu'on mène, qu'on finance en mutualisant les ressources. Et même au niveau du gouvernement, il y a des directions. Moi, c'est la stratégie que moi j'adopte. J'identifie des activités que je construis l'activité ensemble avec tel ministère, telle direction. On mutualise nos petites ressources et puis on atteint l'objectif. Donc, ce volet de synergie public-privé, public-public, mais également public-collectivité, font qu'on résout, si vous voulez, le gap de financement que nous avons en général. Donc, je crois que c'est très important à souligner. Merci. Merci
beaucoup de votre intervention. S'il n'y a pas d'autres... Ah, je vois qu'Abdelkader souhaite reprendre la parole. Allez-y, Abdelkader. Merci Claire. Je voudrais juste mettre en évidence un cas concret, par exemple en Algérie, qui est par rapport, par exemple, à la transformation des pneus usagés. Vous savez qu'il y a cette possibilité de transformation de des pneus usagés en tapis qui est utilisé généralement dans les salles de sport et certains équipements sportifs. Et il faut croire que même s'il nous est possible en Algérie de pouvoir recycler, par exemple, les pneus usagés pour en faire un produit qui est utilisé, il est très difficile pour ce genre d'entreprise d'accéder à un marché, par exemple d'aménagement de terrains de sport, pour la simple et bonne raison que les normes internationales en matière obligent un peu les décideurs, ceux qui font la commande, de suivre ces normes internationales et ces standards internationaux. Ce que je voudrais un peu mettre en évidence ici, c'est qu'il faudrait peut-être voir les possibilités qui sont offertes un peu à nos pays qui émergent en termes d'économie circulaire. Comment pourrait-elle avoir un appui pour qu'elles puissent, disons, mettre à niveau leurs standards nationaux par rapport aux standards internationaux et aux normes internationales? Ça aiderait un peu à la commercialisation de ces produits, aussi bien national qu'à l'international. Et puis, à mon avis, ça encouragerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat vert, notamment dans le domaine du recyclage des déchets en général. Donc, c'est très important un peu de voir, du point de vue économique, permettez-moi de le dire ainsi, comment justement le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour lequel je voudrais dire et insister et la remercier pour les efforts qu'elle mène, notamment en Algérie et dans toute la région, avec beaucoup de programmes qui nous sont destinés pour mettre en œuvre la CPD en Algérie. Et comment donc le PNUE pourrait justement aider les pays en termes d'expertise pour qu'ils puissent mettre à niveau leurs standards internationaux, leurs standards nationaux et locaux et les aligner un peu à ce qui est fait à l'international. Ça encouragerait beaucoup justement l'avènement de l'économie circulaire, ne serait-ce que ça, dans notre pays. Voilà un peu ma requête. Merci Claire. Je vous remercie, c'est bien noté. Je ne vois pas de nouvelles demandes d'intervention. Alors, nous avons donc atteint le terme de cette consultation. Merci beaucoup de votre participation active et d'avoir partagé toutes ces idées et ces recommandations. Si vous avez des commentaires et des questions sur l'un des aspects discutés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées qui vont s'afficher à l'écran. Lee, could you please display the slides with the contact details? N'hésitez pas aussi à continuer à répondre aux questions de consultation par email. Nous serions heureux de recevoir vos contributions jusqu'au 7 octobre. Voilà, les coordonnées sont à l'écran. Donc, partagez également des détails, des informations sur vos politiques produits nationales. Si vous avez connaissance d'exemples de bonnes pratiques de conception dans vos pays respectifs, n'hésitez pas à revenir vers nous jusqu'au 30 octobre. Vous avez les coordonnées de Valentina et Lee, que je remercie, qui sont en ligne aujourd'hui et qui sont les petites mains derrière toute l'organisation technique de cette conférence. Donc, ils recevront avec plaisir vos informations sur les politiques produits et des exemples de bonnes pratiques pour pouvoir les présenter dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en début d'année prochaine. Thank you, Valentina. Thank you, Lee, to be connected. Et voilà, je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.
Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Chacun se montre pour ça. Bonne journée pour tous. Au revoir à tous. Pierre. Merci Pierre. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye.